Je pense que c'est un thème d'actualité plutôt intéressant à explorer. Le coronavirus. Alors, je pense que le mieux, c'est de commencer peut-être par présenter le contexte, que tout le monde connaît, mais de le prendre point par point. D'abord, le coronavirus, c'est une pandémie mondiale. Il y en a eu dans l'histoire. Il n'y en a pas forcément eu d'aussi large et d'aussi rapidement répandu dans le monde. Et je pense que ça, en soi, c'est une particularité qui est importante. Ensuite, c'est la première pandémie qui existe au temps des réseaux sociaux. Et ça a beau être un détail, c'est quelque chose qui a été très important dans la manière dont l'information a circulé autour de la pandémie et dans la manière dont elle a suivi et dont on apprenait de partout dans le monde. Bah voilà, il y a un mort ici, il y a 10 morts là-bas, il y a 15 morts là-bas, il y a une information qu'on nous cache. Et donc le fait que ça soit une pandémie est déjà quelque chose de rare, mais le fait que ça soit une pandémie dans l'époque ou sous l'époque des réseaux sociaux, c'est encore quelque chose de particulièrement rare. Ensuite, quand tu vois ça, chaque pays, et je parle des pays occidentaux, a une réaction différente. Tu as vu qu'il y a une différence de timing entre la manière dont l'Italie a réagi, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Alors c'était évidemment dépendant de leur contexte particulier, est-ce qu'il y avait plus ou moins de gens touchés ou de gens morts, mais forcément, toute cette dichotomie dans les réactions des pays européens a complètement tué l'idée comme quoi l'Europe c'est un pays, c'est une nation, c'est un peuple. Pas du tout. On a vu que les réponses elles étaient nationales et que nationales, que parfois elles étaient nationales aux dépens d'autres nations, quand des pays ont par exemple réfléchi à l'idée de fermer leurs frontières pour en gros laisser les gens qui mouraient dans un autre pays continuer à y mourir. Donc finalement l'idée comme quoi l'Europe est un pays a complètement volé en éclats, et je pense que la partie du contexte qui est la plus intéressante, c'est la réaction des peuples nationaux à l'information que leur donnaient leurs dirigeants. On a eu un peu partout, pour tout ce que j'ai cité, le fait que c'est une pandémie, le fait que c'était répandu notamment sur les réseaux sociaux, le fait que chaque pays avait une réaction différente, tout ça a créé une forme de psychose au niveau du peuple et une méfiance. Et cette méfiance-là, elle a été, je pense, particulièrement visible. Je vais prendre l'exemple de la France, parce que c'est un exemple d'un grand pays dont on a pu, nous, voir francophone, toute la communication. Cette communication-là de l'État a été tout le temps mal prise avec méfiance de la part du peuple, qui cherchait à chercher qui tirait les ficelles, voir les vraies informations au niveau des réseaux sociaux, encore une fois. Et ça, c'est vraiment particulier à cette époque-ci. Et je pense aussi, et on va le voir tantôt dans les conclusions, que le problème qu'a eu la France, c'est que, en tout cas, son système étatique a toujours réagi en défense. Il a toujours réagi à ce que les peuples pouvaient vouloir. Il a toujours réagi à une forme de panique. Il a toujours réagi à une forme de besoin d'être rassuré. Et ça, c'est un gros problème. Ce qu'on peut tirer du coup comme conclusion de ça, c'est d'abord que, et je pense que c'est quelque chose à garder pour la communication en général, mais dont on peut observer les bons et les mauvais côtés avec le coronavirus, c'est que, tu dois, lorsqu'il y a une grande crise comme ça, tu dois clairement définir le tempo. Et comment tu définis le tempo ? Tu définis le tempo d'abord en t'imposant. C'est-à-dire en prenant le rôle majeur de ce qui est en train de se passer. Tu ne dois pas dépendre d'acteurs extérieurs. Tu dois t'imposer comme la personne qui définit le rôle. Tu prends le rôle de l'acteur majeur et finalement tu prends tu prends l'éthos de quelqu'un qui est en charge. Ça, alors, s'il faut donner un exemple, c'est tout ce qui est discours guerrier lors des grandes batailles. Quand on voit les discours guerriers des grandes batailles dans les films de guerre, en fait, tout ce que je viens de dire va être repris. Donc il va y avoir un personnage qui va dire « Je suis le chef, je prends en charge, je suis la personne qui a le rôle d'instaurer maintenant les événements. » Deuxièmement, tu dois décrire très sincèrement et en jouant et en comptant sur l'intelligence des gens, tu dois définir très précisément ce qui va se passer. Voilà, ce qui aurait dû se passer en fait, c'est que le président aurait dû venir et dire « Voilà, nous avons une crise, une pandémie très internationale qui va nous atteindre, nous allons avoir des gens touchés, nous allons avoir des morts, nous allons avoir énormément de gens qui vont, dans les semaines, dans les mois qui viennent, avoir les conséquences de cette pandémie. » Alors, il y a tout ce qu'il y a eu comme politique au niveau de il faut se laver les mains, etc. Mais ça, c'est des relations publiques, ça. Ça ne définit pas un message. Il aurait réellement dû être fait quelque chose du style, voilà, je suis en charge, voici ce qui va se passer. Une fois qu'on est en charge et qu'on définit ce qui va se passer, on donne maintenant les mesures, les moyens et finalement toutes les ressources qu'on va mettre en place pour pouvoir arriver à la vision qu'on va projeter. Donc si je suis en charge et que j'explique que pendant les 3-4 prochains mois, on va vivre toute une série de drames, voici ce que je vais mettre en charge pour pouvoir arriver à solutionner la situation. Pour pouvoir faire ça, tout ça a marché, tout ça a été fait. Macron l'a fait, il a fait un grand discours, il a finalement défini son rôle de chef de l'État, il a parlé un petit peu de ce que le pays allait vivre, en mettant beaucoup de dramaturgie, et il a parlé des ressources qui allaient être mises en place par l'État. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas pris ? Parce qu'il y a le quatrième facteur dont il faut vraiment tenir compte, c'est le timing.
Et comme je l'ai dit tantôt, le timing est hyper important. Si tu fais ça de manière réactive, donc en réaction à la panique de l'État, ça ne sert à rien. Tu cours en fait derrière la panique des gens et tu ne la rattrapes jamais. Si à un moment et en amont de cette panique que tu peux sentir monter, notamment grâce aux analytics des réseaux sociaux, tu fais un grand discours où tu définis ton rôle, où tu définis ce qui va se passer, donc l'histoire que nous allons vivre ensemble, et si tu définis clairement les ressources que tu vas mettre en place pour pouvoir solutionner ça, alors à ce moment-là, tu peux arriver à te sortir d'une crise comme la plupart des pays occidentaux ont vécu. Et pour donner un contre-exemple de ça, quel pays a, du point de vue des Occidentaux, réagi très vite, très fort et peut-être de manière excessive? Donald Trump. Le discours de Donald Trump, c'est très clairement ça. Il s'est directement, dès que les premières inquiétudes sont remontées de la part de la bourse, de la part des réseaux sociaux, sont remontées à ses services, il s'est directement imposé comme le père de la nation. Il a directement dit ce qui allait se passer. Voilà, nous allons vivre ça, comme il s'est passé en Europe. Et ensuite, il a directement dit, voilà, les moyens, les ressources, les infrastructures que je mets en place. Je ferme les frontières, nous n'allons plus accueillir tel et tel type de personnes, et voici tous les services qui vont s'arrêter et qui vont s'éteindre pour telle période donnée. Donald Trump, du point de vue des Occidentaux, a exagéré, des Occidentaux, des Européens a exagéré, alors que du point de vue purement communication, il a bien agi, et il a probablement agi d'un point de vue timing, bien mieux que ce qu'ont fait les Européens, et je citais les Français en exemple. Donc voilà pour le coronavirus.